Bonjour à tous, donc je suis Benoît Suzon, je travaille en médecine interne en Martinique. Désolé de ne pas pouvoir être avec vous, c'est un peu loin, mais c'est avec plaisir que je vais présenter les travaux du service, mais aussi surtout un message euh, vis-à-vis des patients afrodescendants, afro-antillais. Donc aux Antilles, nous avons deux centres de compétences, un centre de compétences à Basse-Terre et un centre de référence en Martinique qui est site constitutif. Comme vous le savez, donc il n'y a pas de statistiques ethniques officielles en France, mais les populations sont majoritairement afro-descendantes, avec environ 320 000 habitants en Martinique et puis un petit peu plus en Guadeloupe. Et puis, on regarde souvent les données pour comparer, pour avoir une idée, les données des patients afro-américains, 13% de la population. Mais c'est ça le message principal à retenir, c'est que c'est différent et qu'il ne faut pas extrapoler, ou en tout cas pas de manière automatique. Donc, j'ai commencé un peu par la fin et par le take-home message. Pourquoi? Parce que les Afro-Américains ont un accès difficile aux soins. Ce sont des données qui sont connues, anciennes, mais vous voyez qu'il faut 10 ans pour voir les analyser correctement. Et dans ces données d'incidence et de prévalence, quand on voit les malades qui vont déclarer une atteinte rénale, eh bien, il y a environ 20% des patients qui n'ont pas accès à la biopsie. Et dans les cas prévalents de néphropathie lupique, eh bien, il y a un surrisque de patients, chez les patients afro-américains pour déclarer une insuffisance rénale chronique terminale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'accès au diagnostic, l'accès au dépistage, et que vous avez vu que c'était 13% de la population des patients afro-américains, mais parmi les malades qui sont dans le système public de santé américain, Medicaid, Medicare, eh bien, les afro-américains représentent la part majoritaire. Et donc, vous le verrez, être dans le système de santé public américain est quasiment considéré comme ne pas avoir ou en tout cas ne pas avoir d'assurance santé. Et donc, sur ces données de lupus rénal, avec 1700 néphropathies lupiques incidentes, vous voyez les taux extrêmement bas de prescription d'immunosuppresseurs, extrêmement bas de prescription d'hydroxychloroquine et du traitement néphroprotecteur, pour plein de raisons différentes que je n'aurai pas le temps de détailler. Mais en tout cas, il est difficile d'extrapoler les données que nous recevons des États-Unis à une autre population afrodescendante. Et là, j'ai présenté les données à 1 an de cette étude, mais à baseline, c'est-à-dire au diagnostic de la néphropathie lupique, qui encore ne s'est pas forcément produit dans un temps, on va dire, raisonnable par rapport à l'arrivée de la protéinurie. Eh bien, on a des taux encore plus bas à baseline et à 1 an, on est seulement à un tiers des malades sous immunosuppresseurs. Donc, je vous l'ai dit, les impacts les social determinants of health sont ici représentés. On ne va pas tous les lister, mais vous voyez que dans cette étude qui est sortie dans Rhumatology l'année dernière, ne pas avoir d'assurance de santé était quasiment équivalent à être dans le système de santé public, Medicaid ou Medicare. Et puis, les disparités dans le lupus, mais les disparités de santé, finalement, plus globalement, laissent à penser que ces déterminants sociaux ont plus de poids que le traitement médicamenteux. Encore faut-il qu'il soit bien pris et bien prescrit et bien pris. Je ne vois pas trop mon écran. Je présente toujours cette étude. Je suis désolé, je n'ai pas d'études plus récentes parce que je n'ai pas de données à long terme sur les Afro-Américains, hormis ces études, malgré dans la cohorte de Michel Petri qui comprend bon nombre d'Afro-Américains. Les dernières données qu'elle a sorties sur la néphropathie à long terme sont des données poolées. Il n'y a pas de données par ethnie, donc je n'ai pas de données plus récentes. Mais en tout cas, vous voyez que la survie rénale est bien moindre chez les patients afro-américains par rapport aux caucasiens. Il y a aussi une différence avec les hispaniques. Et puis la survie globale, elle aussi, est relativement basse chez les patients afro-américains par rapport aux patients caucasiens. Donc, c'est allé chez les patients afro-américains et on s'est posé la question, et finalement, qu'en est-il de nos malades chez les patients afro-caribéens? Et vous voyez qu'on avait inclus 89 patients entre 2002 et 2015, avec des caractéristiques cliniques, somme toute, relativement superposables par rapport aux données qu'on peut avoir dans les d'autres études. Une durée de survenue du lupus relativement comparable à ce qu'on pouvait avoir, un suivi qui était d'environ 120 mois, des données de biologie qui sont standards avec un taux de type d'anti-DNA relativement élevé compte tenu de la population.
une protéinurie élevée à 3,55 grammes par litre 24 heures, mais vous voyez que la standard déviation était assez élevée. Donc, on avait des patients aussi qui avaient des protéinuries, on va dire, mineures, et puis un taux de néphropathie proliférative qui était à 68% à ce moment-là, mais dont on a l'impression qu'il est quand même plutôt de l'ordre du trois quarts des malades. Le traitement bien différent, 100% proposé et puis 75% effectif, j'ai dit, au final, sur l'évaluation de l'observance des patients. Et puis, quelques malades ont eu des rétinopathies. Et donc, on a dû arrêter le traitement. Traitement d'induction majoritairement par cyclophosphamide, on va en reparler. Un peu par mycophénolate. Et puis, il y avait des patients qui avaient été traités de manière, on va dire, non conventionnelle pour les données actuelles, mais qui avaient tendance à se faire auparavant. Et on entretient majoritairement par mycophénolate. Et ce qu'on voyait, et donc c'est un des messages, l'extrapolation des données afro-américaines versus ces patients afro-caribéens, c'est qu'il y avait un bien meilleur pronostic à la fois sur le plan rénal, mais aussi sur le plan de la survie globale chez les patients martiniquais atteints de néphropathie lupique, proliférative ou non. Et donc, plus 20% de survie rénale et une survie globale sans décès, quasiment superposable aux patients caucasiens. Donc, si on quitte les États-Unis et on va plutôt vers l'Angleterre, eh bien, on a aussi ce sur-risque ce mauvais pronostic au niveau rénal chez les patients afro-caribéens anglais. Ici, c'est l'étude de Londres, la cohorte de David Eisenberg, avec 20% de différence encore sur la survie rénale entre afro-caribéens et patients caucasiens et 20% de différence sur la survie globale. Et puis l'article qui était adossé avec une vision sur les 40 ans, avec les quartiles, enfin, les décennies, on voit une progression des patients une progression de la proportion de patients black ou afro-caribéens dans cette cohorte, mais avec toujours en facteur de risque, en analyse multivariée, l'ethnie afro-caribéenne qui ressort à la fois pour la mortalité et pour la survie rénale. Mais il y a les NHS euh, en Angleterre, il y a aussi les assurances privées. Il n'y a pas beaucoup de data publiées, en tout cas moins qu'aux États-Unis, mais il y a aussi un accès aux soins qui est dégradé chez les patients afro-caribéens ou les patients noirs. Et donc, il n'est pas certain qu'on puisse, là encore, comparer directement les patients entre les pays et entre les continents. Donc, quand on comparait nos données vis-à-vis de celles des données de la population anglaise, eh bien, on avait là encore une meilleure survie rénale et une meilleure survie globale chez les patients martiniquais versus les patients anglais, afro-caribéens. Et donc, si on se déplace, la flèche n'est pas très, elle n'a pas beaucoup bougé, mais on va en Belgique. Et là, on a cette étude d'Antoine Enfrin qui est sortie en 2022 dans MD Open et on voit finalement là des taux relativement similaires de survie globale, je n'ai pas noté, mais là ici de survie rénale chez les patients d'ascendance africaine, puisqu'il n'y avait pas que des Afro-Caribéens, à Louvain et à Paris, et les patients martiniquais. Et donc, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que finalement on a atteint une espèce de plafond de verre et que les taux qu'on observe, si on considère que les patients étaient bien pris en charge, ou en tout cas qu'ils avaient accès aux soins de manière correcte, gratuite, peut-être qu'on est en fait sur le plafond de verre et que c'est quasiment la destinée de ces patients. Je pense qu'il n'y a pas d'études approfondies des facteurs socio-économiques, à la fois sur les données de Louvain et de Paris. On ne sait pas finalement quelle était la classe socio-économique, le niveau d'éducation, l'observance des malades. Et puis, on a pris ce parti aussi pour dire que nos patients avaient un meilleur accès aux soins que les patients afro-américains, ce qui est vrai. Mais nous n'avons pas réalisé l'étude chez nos malades, à savoir est-ce que finalement ceux qui évoluaient moins bien étaient ceux qui étaient le plus défavorisés socialement. Et je vous rappelle que Martinique et département d'outre-mer sont les régions les plus pauvres de France. Et donc, ce travail doit aussi être fait en France pour savoir est-ce que finalement l'accès aux soins des patients va jouer sur leur évolution, sur le pronostic rénal, mais aussi global. Accès aux soins, pauvreté, population socialement défavorisée, c'est aussi avoir toutes les comorbidités qui vont gréver le pronostic des malades, l'hypertension artérielle, l'obésité. Et l'obésité, c'est un élément majeur puisqu'elle va
amener aussi éventuellement du diabète et d'hypertension. Et vous voyez que plus de 50% de la population martiniquaise est au moins en surpoids. Et donc, c'est un élément majeur à prendre en charge dans le cas de la néphropathie lupique, pas seulement le traitement immunosuppresseur, mais aussi gérer l'ensemble des comorbidités qui voient la diététicienne et qu'on s'occupe de la pression artérielle de ces patients. Donc, est-ce qu'il y a des particularités chez les patients afrodescendants ou est-ce qu'il y a des particularités chez les patients martiniquais? Eh bien, la première particularité, c'est éviter le biais ethnique systématique, se dire que bah, finalement, ils sont plus graves parce que c'est comme ça, bien que effectivement, il y ait de réels facteurs génétiques d'évolution défavorables, et vous savez tous qu'il y a ce gène ApoL1 qui était donc qui fournit une protection contre la trypanosomase africaine, mais qui, en fait, dès qu'il va avoir un événement rénal, va jouer de manière défavorable dans l'évolution des patients avec l'accumulation de lésions d'HSF, une hyperprotéinurie qui va gréver le pronostic des patients. 10 à 15% des patients afro-américains sont porteurs de ce gène et il nous reste le travail à faire chez nous, mais on a l'impression que nous avons à peu près les mêmes chiffres. Et donc, des particularités, ben, finalement, pas tellement. C'est renforcer l'observance, la contrôler, comme Ludovic l'a bien dit, mais pour revenir sur ce qu'il a dit, il n'est pas certain que les données, en tout cas, je parle des patients afro-américains, les données sur le facteur de risque afro-américain soient uniquement liées à l'ethnie, parce qu'on sait bien que ces patients, quand ils vont évoluer, en fait, et quand plus ils vont arriver au stade d'insuffisance rénale, ils vont avoir moins accès en fait, au néphrologue, au rhumatologue, et l'adaptation des traitements est moins bonne. Et donc, peut-être qu'on est sur finalement un surdosage qui n'avait plus lieu d'être compte tenu du DFG. Les facteurs de risque cardiovasculaire, on en a parlé, la pression artérielle. Et puis, une particularité, si on peut le dire, mais en fait pas vraiment, c'est sur le choix du traitement d'induction de la rémission. On a tendance à préférer un traitement donc, intraveineux, notamment si le patient est connu comme étant mal observant ou suspecté. Et puis aussi, ça vous permet de voir le patient 6 fois pendant 3 mois, lui répéter les bonnes pratiques, lui répéter les données d'observance, le vacciner, prendre en charge sa pression artérielle, tous les éléments qui sont annexes, mais qui sont fondamentaux dans la prise en charge de la néphropathie lupique. Une particularité, et là, c'en est une vraie, sont les délais de rendu des PBR. Nous n'avons pas de lecture, nous n'avons plus de lecture locale, et donc les prélèvements à la fois en Martinique, mais aussi en Guadeloupe partent à Paris, et on a des délais, voilà, nous ne sommes pas prioritaires. Et donc, on a pris l'habitude de traiter les malades de manière préemptive en se disant, on a 75% de proliférative, on débute le traitement, on évite le délai d'attente pour se dire finalement qu'on va introduire un immunosuppresseur et on se trompe rarement. Enfin, sur le choix préférentiel du cyclophosphamide, eh bien, ce sont aussi les données qui sont beaucoup moins solides vis-à-vis du MMF. Et le LAR a émis une suggestion dans ses dernières recommandations en disant que peut-être les patients afrodescendants avaient une meilleure réponse au MMF, tout en citant l'étude de David Eisenberg qui en fait montrait sur ces données post-hoc d'ALMS qu'il n'y avait pas de différence, en tout cas qu'il n'était pas possible de conclure une différence dans le groupe afrodescendant cyclophosphamide versus MMF. Et on va dire la primauté sur ces données partielles non publiées chez nous, eh bien, quand on regarde à long terme sur ici environ 90-94 patients, on n'a pas de différence à long terme entre MMF et Eurolupus chez des patients donc martiniquais, on va dire avec une limite à 10 ans, parce que vous voyez que les données à 15 ans sont très faibles, il n'y a quasiment pas de patients. Il n'y avait pas non plus de différence avec le NIH. Et un tout petit mot aussi sur le NIH. Nous n'avons pas l'habitude de l'utiliser. Il y a un son de cloche pour dire que finalement, les patients afro-américains ou afrodescendants devraient peut-être être traités par du NIH plutôt que du low-dose. Ça vient du fait que finalement, il n'y avait pas de patients afrodescendants dans les études du low-dose de l'Eurolupus, beaucoup plus de patients dans les études NIH. Mais nous, et ce n'était pas notre sentiment, et les données objectives qui ont commencé à sortir me laissent à penser qu'il n'y a pas d'intérêt non plus à faire du NIH chez ces patients s'ils
mais ils n'ont pas, bien sûr, des éléments de gravité, l'insuffisance rénale, un nombre de croissance cellulaire important ou de la MAT sur la biopsie rénale. Donc, je reviens à cette première diapo. L'extrapolation immédiate n'a pas lieu d'être et les patients afrodescendants, afro-antillais sont différents des patients afro-américains, sont différents des patients afro-caribéens de l'Angleterre et l'impact majeur des facteurs socio-économiques de ces populations doit être pris en compte dans l'interprétation des résultats. Enfin, je vous l'ai dit, un centre de référence en Martinique, un centre de compétences en Guadeloupe mené par le docteur Nicolas Bayet, et avec en Martinique plus de 300 malades en file active, environ 400% d'atteinte rénale. Et l'objectif, finalement, je vais finir des perspectives plus pour nous, c'est qu'on arrive à avoir des données solides, couplées, qu'on arrive à colliger nos cohortes, sortir des données fondamentales. On n'a pas parlé, mais euh, les données sur Bliss, les données sur l'interféron sont relativement faibles et on voit que ces deux médicaments, à la fois pour le belimumab et l'anifrolumab, en fait, n'ont pas eu l'effet escompté dans ces populations afrodescendantes, à la fois pour le belimumab et l'anifrolumab, et qu'on puisse accéder un peu plus aux essais cliniques pour une meilleure représentation de nos patients. On le fait déjà, on est cinquième centre inclueur dans l'étude obinutuzumab. Et donc, on a les malades à inclure et on est motivé et volontaire pour finalement se poser l'ultime question, entre guillemets, est-ce que c'est uniquement lié à l'ethnie? Est-ce qu'il y a des facteurs socio-économiques? Ou est-ce que ce sont les deux qui expliquent le pronostic des patients et de la néphrolupite, à la fois aux Antilles, mais ailleurs? Voilà. Merci. Désolé si j'étais un peu long. Merci beaucoup, Benoît. En plus, je crois qu'il est 6 heures ou 5 heures du mat là-bas. Merci, Ça y hein. est, le jour s'est levé. Voilà, ouais, c'est bien. C'est une chanson. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, Philippe? Ouais. Oui, merci, merci Benoît. Philippe Rémy, là, Mondor. Je voulais juste te demander, parmi les facteurs, quand vous reprenez toutes les biopsies rénales de vos patients, qui sont de prédominante effectivement de prolifératifs comme habituellement, est-ce que vous avez pu analyser les facteurs de risque pronostic délétères sur ces lésions, enfin de lésions surajoutées, de type hyalinose éventaire et focale, ou bien de diabète compte tenu de la prévalence de cette population, qui pourrait être un facteur aggravant? Et là, derrière tout ça, effectivement, est-ce que la recherche de mutation à poêlin, vous le faites à peu près systématiquement ou pas encore? Merci pour la question. Effectivement, on a l'impression mais c'est vraiment une impression, que le patient qui a déclaré son lupus et qui, dans l'année, dans les 5 ans, fait sa néphropathie lupique, s'il a été bien contrôlé sur les autres facteurs, on va retrouver quasiment uniquement des lésions de lupus. Par contre, je suis un malade qui ne sera pas en rémission, qui va garder une protéinurie, qui va rechuter. L'impression que j'ai, mais je n'ai pas de données objectives, c'est que l'accumulation de lésions annexes est peut-être un peu plus rapide. Et effectivement, il y a de l'HSF, notamment lié à ApoL1, et on le fait de manière systématique maintenant avec l'aide de l'HEGP pour génotyper nos patients. Mais c'est vrai que on a finalement peu de poids sur ces lésions d'HSF et on se retrouve à recortisonner les patients éventuellement. Et donc, peut-être que ça, on n'est pas forcément maître dessus, mais c'est essayer qu'ils soient en rémission le plus vite possible pour éviter l'accumulation des lésions. Mais euh, pour la biopsie, facteur de gravité, hormis l'HSF, je n'ai pas d'autres données objectives à donner. D'accord. Mais initialement, sur la biopsie rénale initiale, vous n'avez pas de lésions, enfin, vous avez pu voir ça, si il y avait quelle est la proportion de lésions de HSF surajoutées? Je n'ai pas les données, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas les données précises sur la NAPAT. Mais c'est un travail qu'on va mener, mais je ne peux pas vous répondre de manière objective. Très bien. D'autres questions, d'autres commentaires? Non, mais c'est quand même. Alexis, tu veux dire quelque chose, hein? C'est une question pratique. Bonjour. Combien vous donnez de corticoïdes? C'est quoi votre protocole habituel? Bolus, pas bolus? Et vous commencez à quelle dose et en fonction de quoi? Nous, on PNDS et avec très peu de malades qui ont reçu, même avant, très peu de malades qui ont reçu 1 mg kilo, plutôt limité à 0,5. Et
pour les bolus, c'était volontiers chez un patient qui a des manifestations extra-rénales marquées ou qui a insuffisance rénale. On va dire que c'est 50-50, avec moins le bolus systématique qui peut-être qu'on va y arriver avec toutes les données, en tout cas qui nous incitent à le faire, à la fois le PNDS, mais aussi le LAR. Mais les bolus ne sont pas systématiques chez les patients et l'évolution est, somme toute, relativement correcte. Et En quel est d'autres- le pourcentage de diabète induit avec ça? Vous en avez, vous avez une J'ai idée de combien vous induisez de... Non? j'ai pas les données objectives, mais en tout cas, sur les patients là, de la série, euh, je pense que c'est. Alors, je ne sais pas s'il est induit ou pas, mais je pense qu'il y avait un quart de patients diabétiques. Ouais. Très bien. Ben, on te remercie encore, Benoît.